Quand la nuit engloutit Ouagadougou, une question plane, plus lourde que jamais. Qui dans l'ombre dirige réellement le destin de l'Afrique indépendante? Ce n'est pas simplement la question d'un peuple, mais celle de tout un continent en quête de maîtrise de son avenir, d'un réveil tant attendu et souvent contrarié par des forces invisibles. Imaginez la scène, vers 2h30 du matin, alors que la majorité des habitants dorment profondément, la résidence du président Ibrahim Traoré devient la cible d'une attaque redoutablement orchestrée. Ce n'est pas un simple assaut improvisé, mais une opération digne d'un thriller d'espionnage. Les assaillants, équipés de brouilleurs électroniques sophistiqués, coupent les communications, déjoignent les systèmes d'alarme et avancent dans des véhicules sans plaques, glissant à travers les rues désertes comme des ombres menaçantes. En moins de 15 minutes, soit la durée d'un court trajet en taxi entre deux quartiers, l'État réagit avec une rapidité stupéfiante. La zone est verrouillée, les réseaux mobiles sont coupés, l'espace aérien est fermé et un couvre-feu total est décrété. Cette réaction rappelle les mesures d'urgence prises lors de crises majeures dans l'histoire, comme lors du putsch manqué de Moscou en 1991 ou encore lors des attaques terroristes de Paris en 2015. Pourtant, ici, le calme apparent n'est qu'une illusion. Sous la surface, tout le pays retient son souffle, conscient que ce qui se joue dépasse largement ses frontières. Ce n'est plus le schéma classique d'un putsch africain comme ceux qui ont jalonné les décennies post-indépendance en Guinée, au Togo ou au Ghana. Ici, l'ennemi avance masqué, combinant puissance militaire, cyberattaque et désinformation, usant de méthodes dignes de la guerre hybride moderne. La technologie n'est plus un simple outil, mais une arme qui frappe au cœur de la souveraineté. Ce qui se joue, c'est la survie d'un président, l'équilibre d'un État, mais surtout le rêve fragile d'une Afrique maîtresse de son destin. Ignorer la menace, c'est risquer de tout perdre. L'indépendance, la dignité, l'espoir de choisir sa propre voie. L'histoire regorge d'exemples tragiques, la chute de Patrice Lumumba au Congo, orchestrée en sous-main par des services étrangers, ou l'assassinat de Thomas Sankara, visionnaire burkinabé qui rêvait déjà d'une Afrique souveraine. Dénoncer les véritables instigateurs, c'est peut-être la première étape pour briser les chaînes et défendre la liberté du continent. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Pour répondre, il faut plonger dans la machinerie secrète d'une guerre invisible, comprendre les signes avant-coureurs et tirer des leçons du passé. Revenons en arrière. Pourquoi ce petit pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, cristallise-t-il soudain tant de rivalité ? Aux yeux du monde, ce territoire sans accès à la mer semblait condamné à l'ombre, loin des projecteurs et des grandes luttes de pouvoir. Pourtant, un affrontement silencieux s'y joue, où s'entremêlent histoire, ressources stratégiques et ambitions géopolitiques. Ce n'est pas la première fois qu'un enjeu africain se dessine dans l'ombre. Rappelez-vous le Nigeria lors de la guerre du Biafra, ou la Côte d'Ivoire lors de la crise de 2010, où chaque camp cherchait appui auprès des puissances étrangères. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, lors d'un coup d'État fulgurant en l'an 2022, le pays a changé de cap. À peine installé, Traoré rompt avec les accords militaires historiques, chasse les bases étrangères, notamment françaises, et affirme une volonté farouche d'indépendance. Cette rupture, bien plus qu'un symbole, lance un défi direct à l'ordre international établi, tout comme le fit Gamal Abdel Nasser lors de la nationalisation du canal de Suez en 1956, ou encore Hugo Chavez avec la nationalisation du pétrole au Venezuela. Appuyé par une jeunesse avide de renouveau, Traoré reprend la main sur les richesses nationales, or, manganèse, terres agricoles. Les mines, autrefois siphonnées par des multinationales, sont récupérées. L'État réinjecte l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars, une somme colossale à l'échelle du pays, non plus dans l'aide extérieure, mais dans la santé, l'éducation et la modernisation de l'armée. Cette stratégie rappelle le choix du Botswana, qui avait nationalisé ses mines de diamants après l'indépendance, transformant son économie. Pour le Burkina, c'est la fin d'une dépendance toxique et l'amorce d'un véritable projet de développement intérieur. Mais la souveraineté burkinabé ne s'arrête pas à ses frontières. Avec le Mali et le Niger, naît l'Alliance des États du Sahel, un pacte inédit pour la sécurité collective et l'émancipation régionale. Cette coalition, baptisée AES, promet une Afrique capable de défendre ses intérêts, de briser les chaînes de la tutelle occidentale et d'inspirer d'autres peuples en quête d'émancipation. Ce choix stratégique fait écho à la création de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, ou à la naissance du mouvement des non-alignés qui rassembla des pays du Sud refusant de se soumettre à l'une ou l'autre des superpuissances. La riposte ne tarde pas.
À mesure que le Burkina Faso s'affirme, les dangers s'accumulent. Sabotage économique, campagne de désinformation, tentative de déstabilisation orchestrée dans l'ombre. Les enjeux sont immenses. Conserver plus de 2 milliards de dollars de ressources, préserver l'élan populaire, éviter le retour à la dépendance et à la violence. L'exemple du Venezuela, confronté à des sanctions internationales, ou celui de l'Iran, encerclé par des mesures économiques et des opérations secrètes, montre à quel point la course à la souveraineté est semée d'embûches. Pour l'État burkinabé, chaque avancée vers l'autonomie s'accompagne d'un prix redoutable. Le pays devient le terrain d'une guerre hybride où la vérité, la confiance et la maîtrise de la narration valent autant que les armes. La bataille ne se joue plus seulement sur le sol africain, elle se livre aussi dans l'opinion, dans les réseaux et dans l'imaginaire collectif. La guerre du Vietnam, perdue dans les esprits avant de l'être sur le terrain, en est une illustration frappante. À chaque victoire, la menace se transforme, plus insidieuse, plus sophistiquée. Et la question demeure, jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il tenir face à la tempête? Quels alliés pourra-t-il mobiliser? Quel prix la population devra-t-elle payer? L'histoire retiendra-t-elle ce moment comme le point de bascule d'une Afrique nouvelle? Mais ce nouvel ordre a un coût. Lorsqu'une tentative d'assassinat vise directement le capitaine Traoré, le pays bascule dans une épreuve aux enjeux vertigineux. Ce n'est pas seulement un homme qui est visé, mais une idée, celle selon laquelle une Afrique unie, consciente de sa force, peut résister à toutes les tempêtes. Quand le silence retombe après les tirs, une nouvelle bataille commence, celle du récit. Qui contrôle l'histoire, contrôle la réalité et, par extension, le pouvoir. George Orwell l'avait théorisé dans 1984. Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. La bataille de la mémoire et de la narration est aujourd'hui plus stratégique que jamais. L'attentat contre le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas qu'une manœuvre armée. Derrière la fumée, on distingue l'ombre d'une guerre hybride, conçue bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ici, chaque information devient aussi dangereuse qu'une balle. La guerre en Ukraine illustre ce phénomène. Images truquées, propagande omniprésente, cyberattaques massives, tout concourt à brouiller les repères. Les indices laissés sur place sont troublants. Mode opératoire sophistiqué, traces de contracteurs privés, expertise occidentale, brouillage électronique, manipulation d'images, désinformation virale, infiltration de réseaux locaux. Ce sont les mêmes méthodes qui ont déstabilisé la Libye, la Syrie, les Balkans, des guerres sans uniforme menées dans l'ombre. En Libye, en 2011, des groupes armés recevaient des informations en temps réel via des satellites étrangers, tandis qu'en Syrie, les cyberattaques visaient à désorganiser l'administration. Désormais, le champ de bataille déborde les rues. Il infecte les téléphones, les réseaux sociaux, s'infiltre dans les salons et jusque dans les écoles. La confusion règne. Des vidéos truquées circulent, des rumeurs éclatent. La peur se propage à la vitesse de l'éclair, rendant chaque voisin suspect. C'est la même mécanique qui, durant le génocide rwandais, transformait la radio en arme de mort ou qui, lors du printemps arabe, faisait tomber des régimes en quelques semaines. Les analystes chiffrent ces opérations à des millions de dollars. Ces sommes, venues de circuits opaques, échappent à toute surveillance démocratique. Elles transitent par des budgets secrets, des aides stratégiques, des subventions détournées. Ce n'est plus du ressort d'un simple groupe rebelle, c'est la main glacée de la géopolitique mondiale, déterminée à peser sur l'avenir du pays. Souvenons-nous qu'aux États-Unis, lors de l'élection de 2016, des campagnes de désinformation coordonnées auraient coûté des dizaines de millions de dollars. Le vrai but ? Affaiblir la nation, tester sa cohésion, semer le doute sur l'ennemi véritable. Quand la confiance s'effrite, tout vacille, institutions, liens sociaux, espoir même d'une souveraineté réelle. Mais il reste une arme précieuse, la lucidité dans la tempête de l'information. Former chaque citoyen à l'esprit critique, c'est bâtir un rempart invisible contre les manipulations. Aujourd'hui, la menace la plus insidieuse n'est plus l'assaut des chars, mais l'infiltration du doute. Il s'immisce lentement, rongeant la vérité, jusqu'à faire du mensonge une norme. Le Burkina Faso n'a pas seulement survécu à une attaque armée, mais à une tentative d'effacement de son identité. Ce fut déjà le cas pour l'Ukraine en 2014, lors de l'annexion de la Crimée, où la bataille de l'information fut aussi décisive que celle des armes. La guerre ne se joue plus seulement sur le terrain. Elle façonne la perception de tout un peuple, minute après minute. Chaque fake news partagée, chaque silence imposé creuse un peu plus la fracture. L'histoire du XXe siècle regorge de ces batailles invisibles, des campagnes de désinformation de la guerre froide jusqu'aux manipulations plus récentes en Amérique latine.
Pour comprendre comment un pays résiste à cette menace invisible, il faut plonger au cœur des réactions et des fractures qui secouent la société burkinabé. C'est là, dans l'intimité du doute et de la peur, que se révèle la véritable épreuve. Comment maintenir la confiance? Comment éviter la panique généralisée? Les exemples du Chili de Salvador Allende ou de l'Algérie durant la décennie noire montrent que la résilience d'un peuple repose d'abord sur la force de ses liens sociaux et la capacité à distinguer le vrai du faux. À l'aube, la fumée se dissipe enfin. Mais ce n'est que le début. La véritable guerre commence, silencieuse et insidieuse, une bataille de récits, sur chaque écran, dans chaque bouche. Les rues se taisent, mais l'incertitude s'infiltre partout. Les médias jouent un rôle crucial. Seront-ils des relais de paix ou des caisses de résonance de la peur? En l'espace de quelques heures, une vague déferlante de rumeurs envahit les réseaux sociaux. Des comptes anonymes, souvent créés à peine la veille, publient des vidéos manipulées, des messages alarmants, des témoignages invérifiables. On parle de mercenaires occidentaux capturés, de traîtres infiltrés au sommet de l'État, de preuves mystérieuses jamais dévoilées. Tout s'embrouille, tout se contredit, à l'instar de la crise ivoirienne de 2010, où chaque camp publiait sa propre vérité, le risque de guerre civile narrative guette. Les groupes WhatsApp et Telegram deviennent des arènes numériques. La confusion s'organise. Qui dit vrai? Les voix les plus extrêmes, amplifiées par des bots, propagent la peur et la suspicion. La moindre rumeur allume un incendie. Au cœur du chaos, un hashtag explose. Main hors du Burkina Faso. Il se répand comme une traînée de poudre, chanté, crié, écrit sur des pancartes, relayé par des millions de Burkinabés et d'Africains, sur Twitter, Facebook, TikTok, jusque dans les marchés et les écoles. Ce phénomène rappelle le mouvement Bring Back Our Girls au Nigeria ou les printemps arabes, où un seul slogan pouvait renverser l'ordre établi. Face à ce tumulte, la réaction officielle est mesurée. Les autorités appellent au calme, publient des communiqués brefs et insistent sur la vérification des faits. Le ministère de l'Information opte pour une transparence partielle. Reconnaître la menace, mais refuser la panique. Cette retenue tranche avec les réflexes du passé, où la censure brutale engendrait souvent plus de suspicion. Désormais, contrôler l'information, c'est défendre la souveraineté du pays. C'est un choix stratégique comme l'a montré la Finlande face aux campagnes de désinformation russes. Mais la tempête médiatique franchit rapidement les frontières. À l'international, les réactions s'accumulent. L'Union africaine condamne toute tentative de déstabilisation, mais certains gouvernements occidentaux restent flous, publiant des communiqués ambigus ou gardant le silence. Ce jeu trouble nourrit la méfiance et laisse la population en proie au doute, chaque non-dit devenant une arme de désinformation. Ce fut le cas lors de la crise centrafricaine, où l'absence de position claire des puissances étrangères alimentait les théories les plus folles. Pourtant, au fil des jours, une bascule s'opère. Au lieu de diviser, l'attaque échoue à briser l'unité nationale. Elle rassemble. Dans chaque région, des foules se forment spontanément. Le capitaine Ibrahim Traoré, autrefois contesté, incarne soudain l'espoir d'une Afrique debout, maîtresse de son récit. Les slogans réclament indépendance, dignité, fin des ingérences. Artistes, étudiants, commerçants, tous s'approprient son image. Son portrait devient l'étendard de la résistance panafricaine. Cette mobilisation populaire rappelle celle autour de Nelson Mandela en Afrique du Sud ou celle des Tunisiens lors de la chute de Ben Ali. La tension, pourtant, ne faiblit pas. Ce qui se joue va bien au-delà d'un nom ou d'un visage. Vérité collective, confiance, stabilité régionale, et jusqu'à l'espoir de ne plus être manipulé par des mains invisibles. Mais dans cette lutte, un autre possible s'ouvre, l'affirmation d'une souveraineté narrative et peut-être l'émergence d'une Afrique fière, autonome et maîtresse de son destin. L'exemple du Rwanda, qui a su rebâtir une identité nationale après l'horreur, montre la force des récits partagés. Alors que la société s'unit, une question demeure. La résistance populaire suffira-t-elle face aux menaces invisibles qui rôdent encore? L'épreuve n'est pas terminée. L'histoire nous apprend que la vigilance doit être permanente, comme le prouvent les multiples tentatives de manipulation dans les Balkans depuis les années 90. Survivre à l'assaut, c'est une victoire. Mais comment préserver durablement la souveraineté africaine au XXIe siècle? Désormais, cette question devient vitale pour chaque nation, car la guerre ne se limite plus aux champs de bataille ou aux casernes. Elle se joue dans chaque ligne de code, dans chaque récit, dans l'esprit de chaque citoyen.
La véritable frontière aujourd'hui, c'est le contrôle du récit national. La guerre hybride force une vigilance permanente. Il ne s'agit plus seulement de bloquer les balles, mais de déjouer les virus, les fausses nouvelles, les manipulations massives. Toute institution doit apprendre à communiquer avec sobriété et transparence. C'est le prix pour maintenir la confiance. Face aux campagnes de désinformation, la société civile doit être éduquée. Détecter les manipulations devient un réflexe aussi naturel que reconnaître les couleurs du drapeau. Singapour a mis en place des campagnes de sensibilisation nationale pour former la population au danger des fake news. Mais la défense passive ne suffit plus. L'Union africaine se doit d'aller plus loin, instaurer une cellule de veille continentale, capable de repérer en temps réel les ingérences hybrides, qu'elles soient numériques, financières ou médiatiques. Un bouclier collectif où chaque pays partage alertes, analyses et solutions. Ce serait un signal fort. L'Afrique refuse d'être le terrain de jeu des puissances étrangères. Les pays baltes, face à la Russie, ont créé des centres de cyberdéfense mutualisés. Pourquoi pas l'Afrique ? Maîtriser ses ressources devient un pilier stratégique. L'Alliance des États du Sahel l'a compris. Elle réduit sa dépendance au Fonds monétaire international, renforce la coopération sud-sud et privilégie le développement local. Miser sur l'économie réelle, sur l'innovation et les ressources endogènes, c'est échapper au piège de l'endettement et de la soumission. À chaque crise, la jeunesse africaine s'unit, se forme, bâtit des alternatives. Le Rwanda a investi massivement dans la technologie et l'agro-industrie pour limiter ses dépendances extérieures. Le fatalisme n'a plus sa place. Chaque attaque, chaque tentative d'ingérence forge une génération plus lucide, plus résiliente. Car tout peut être perdu, le futur d'une Afrique autonome, la capacité d'anticiper de nouvelles formes de domination. Mais bien plus peut être gagné. L'exemple d'un modèle de résistance, l'éveil d'une génération citoyenne décidée à ne plus suivre les mots d'ordre venus d'ailleurs. Réinventer la souveraineté, c'est accepter que le combat pour l'indépendance n'est jamais terminé. Il se transforme, il se transmet, il s'adapte. La Corée du Sud, après la guerre, a misé sur l'éducation et l'innovation pour s'imposer, brisant la fatalité du sous-développement. À l'heure où les règles changent, quelle sera la prochaine étape pour l'Afrique et pour le monde ? Quels nouveaux outils, quelles nouvelles alliances faudra-t-il inventer ? L'exemple du Ghana, qui a lancé une monnaie numérique souveraine, ou celui du Kenya, pionnier du paiement mobile, montrent que l'Afrique peut être, elle aussi, à l'avant-garde. Le défi est lancé et les regards se tournent désormais vers ceux qui oseront y répondre. Mais l'Afrique est-elle prête à imposer sa propre voix, envers et contre tout ? Le choix appartient à chaque citoyen, à chaque leader, à chaque génération. La liberté ne s'octroie ni par décret, ni par miracle. Elle se conquiert et se défend, chaque jour, à tous les niveaux. Les exemples de l'Inde, de l'Algérie ou du Vietnam montrent que l'indépendance véritable ne s'obtient qu'au prix d'une vigilance constante et d'un engagement collectif. Aujourd'hui, une réalité brutale s'impose à nous. La souveraineté d'un pays ne se joue plus exclusivement dans les urnes ou sur les champs de bataille. Elle se joue dans nos esprits, sur nos écrans, à travers chaque rumeur qui circule, chaque silence qui s'impose. La guerre de l'information, comme l'a montré l'affaire Snowden aux États-Unis, est sans frontières ni répit. La tentative d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas un événement isolé. Elle révélait l'ampleur d'une guerre moderne, hybride, où l'information devient une arme invisible, où la manipulation infiltre nos conversations ordinaires. Ce n'est plus la seule force militaire qui protège notre indépendance, mais la vigilance de chacun. La Suède, en sensibilisant dès l'école à la vérification des sources, montre la voie à suivre. Chaque fois que nous partageons une fausse information, chaque fois que nous tolérons une ingérence, nous cédons une part de notre pouvoir de choisir notre destin. Perdre cette souveraineté, c'est renoncer à écrire notre histoire, à bâtir des économies solides, à transmettre des valeurs à nos enfants. Mais l'inverse est également vrai. Si nous nous informons, si nous refusons la résignation, nous pouvons faire renaître une Afrique souveraine, debout, consciente de ses défis et fière de ses choix. Chacun de nous est une sentinelle, porteur d'une part de cette responsabilité. L'heure n'est plus à l'indifférence ni au fatalisme. La défense de nos nations commence par notre vigilance quotidienne, par notre refus d'être instrumentalisés, par notre détermination à défendre le droit de choisir notre avenir. Des initiatives citoyennes, comme les observatoires des médias au Sénégal ou les réseaux de fact-checking au Nigeria, montrent le chemin. Face à l'adversité, l'Afrique ne se contente plus de survivre. Elle s'affirme, elle trace sa propre voie. Ce combat ne s'arrête jamais. Il se poursuit chaque jour, dans chaque acte, dans chaque prise de conscience.
Alors, la prochaine fois que la nuit retombera sur Ouagadougou ou sur n'importe quelle capitale africaine, souvenons-nous. La véritable résistance commence dans nos esprits, se poursuit dans nos choix et se transforme en victoire collective lorsque, ensemble, nous refusons le silence.